Bonjour à tous. Bonsoir. 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 Audrey, je te propose qu'on démarre. Oui, je regarde. Est-ce qu'on peut juste nous confirmer qu'on nous entend bien? Et puis après, Karine, tu peux démarrer. Si quelqu'un peut me confirmer dans le chat qu'on nous entend. C'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup. Vas-y, Karine. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce rendez-vous est un rendez-vous qu'on a mis en place depuis la saison dernière afin de vous rassembler, tous les organisateurs, et je tiens tout particulièrement à vous remercier. Ce n'est pas simple d'organiser des épreuves nationales, des championnats de France pour différentes raisons, que ce soit avec les collectivités, que ce soit la gestion des bénévoles, etc. Néanmoins, vous avez relevé ce défi et nous sommes de toute manière une arme de défi et je vous en remercie. Cette visio a pour but de repréciser certains éléments qui font partie du cahier des charges, qui vous ont peut-être d'ores et déjà été dit. Il y a des nouveaux organisateurs, il y a des anciens. Donc, n'hésitez pas également à poser d'autres questions en complément de ce que nous allons vous transmettre. Et également des questions que nous aurions peut-être pu ne pas faire figurer dans cette présentation, mais néanmoins qui vous semblent importantes. L'idée est également que vous puissiez créer une forme de réseau afin de vous aider les uns les autres. Nous, la fédération, les équipes, les élus, les cadres techniques sont là vraiment pour vous accompagner dans ces organisations. Et également, nous tous, les clubs, nous sommes à la disposition les uns les autres pour s'aider, pour se partager des documents, à faire en sorte que ces organisations soient une réussite pour notre famille Escrime. Encore une fois, merci d'assister à cette réunion. Et je crois qu'elle est filmée, enregistrée, c'est bien ça, Audrey ? Parfait. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu se libérer, je sais qu'il y a notamment les activités en club. Sachez donc qu'elle sera mise à disposition des organisateurs qui n'ont pas pu être présents ce soir. Je laisse la main à Patrick. Merci Karine. Bonsoir à toutes et tous. Je me présente, Patrick Groc. Je fais partie de la direction technique nationale et j'ai en charge le développement et la fidélisation des licenciés. Alors, je vais en introduction vous dire que on a connu après une première saison chaotique. Notre vie sportif vient de vivre une saison plutôt stabilisée. J'espère que vous l'avez constaté. Grâce en partie à une équipe opérationnelle compétente qui gère au quotidien cette vie sportive. Alors très rapidement, vous allez en voir certains. Paul Jala, avec qui vous êtes souvent en relation et communication sur toute la partie règlement sportif et puis bien entendu les relations avec vous-même, club organisateur. Jérémy Cadeau qui s'occupe plus particulièrement de toute la partie classement, enregistrement des compétiteurs. Lionel Cambon qui maintenant est partie intégrante de la fédération et travaille sur tout l'arbitrage, toutes les questions relatives à l'arbitrage. Et puis nous avons Franck Berthier. Franck Berthier, vous l'avez certainement eu peut-être en relation. Franck a en charge toute la partie mise en place du calendrier fédéral et la relation avec la Fédération internationale et l'Union européenne. Voilà. Et puis Karine Mortecrête, élue vice-présidente en charge de cette vie sportive. Et moi-même, je suis présenté. Donc, nous avons réussi à stabiliser cette vie sportive grâce à des échanges réguliers avec tous les acteurs que sont les membres des commissions d'armes, le bureau de la Fédération française d'escrime qui est réactif, les entraîneurs nationaux qui ont bien entendu une partie prépondérante dans l'organisation du calendrier, et puis les cadres techniques qui sont nos relais en région, et bien entendu vous, les clubs et tout spécialement les clubs organisateurs. Alors, très rapidement, vous avez certainement déjà parcouru les règlements sportifs. Il y a quelques nouveautés, évolutions. Je reviens très rapidement dessus. Nous avons, dans toutes les armes, supprimé les épreuves régionales. Il y a un lissage également du nombre d'épreuves nationales, des formules spécifiques selon les armes et les catégories. Et puis, nous avons quand même réussi à diffuser le règlement sportif et le calendrier national
bien en amont de ce début de saison et on sait combien cela compte pour vous. Voilà. Et puis avec un système de classement national qui est conforme aux attentes des tireurs, aux attentes des clubs et puis de l'encadrement. Voilà, il y a eu des ajustements. On a tenu compte un petit peu des remarques de la saison dernière. Tout principalement, ce calendrier fédéral, c'est la principale préoccupation des clubs organisateurs parce que tant qu'on n'a pas ce calendrier, il est difficile de réserver des salles à un temps donné. Ça vous permet également d'attaquer la construction du budget, de faire vos réservations d'hôtels, réunir votre équipe d'organisation. Et on peut quand même dire que cette année, nous avons reçu très rapidement les calendriers de la Fédération internationale et de la Commission européenne d'escrime. La Confédération européenne d'escrime, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a beaucoup de changements, contrairement à la Fédération internationale cette année, mais on a bien réussi à caler surtout les dates, qui est le plus important, et puis ensuite lancer, bien entendu, l'appel à candidature auquel vous avez répondu. Et puis, on fera un petit peu le point, mais à ce jour, il manque encore quelques organisateurs, mais entre le moment où je vous parle et cet après-midi, il y en a qui ont été qui seront validés, qui resteront à valider par le bureau fédéral très rapidement cette semaine, notamment des organisateurs de championnats de France. Voilà. Alors, on va balayer certains points, la couverture médicale, je vous rappelle la présence obligatoire d'un médecin sur l'épreuve, la mise en place d'une infirmerie qui peut servir à effectuer les soins, la bobologie comme on dit, mais aussi les éventuels contrôles antidopage, car à tout moment on peut avoir des contrôles antidopage. Dans le cas où il serait impossible d'assurer la présence d'un médecin, on tolère la mise en place d'un poste de secours tenu par un infirmier et puis tout ce qui est sécurité civile, la Croix-Rouge, la Croix de Malte, toutes les associations qui répondent aux organisateurs sportifs tous les dimanches. Bien entendu, préparez-vous à informer les services de secours locaux et de vous y prendre à l'avance car il y a beaucoup de demandes, mais ça, vous avez certainement l'habitude. L'aménagement, oui. Pour rester sur cette partie médicale, on a une question. Les M15 sont-ils toujours exclus des contrôles antidopage? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui. Parfait. J'ajouterai sur ce point médical, au niveau de la couverture médicale, pour information à destination des organisateurs, le médecin fédéral et la commission médicale travaillent à la mise en place d'un tableau permettant d'une manière assez simple d'identifier quelle couverture est nécessaire pour quelle catégorie et quel niveau de compétition, et également de mettre en place un réseau de médecins qui auront été identifiés, qui auront été sensibilisés à la pratique escrime et aux blessures propres à l'escrime, afin de pouvoir mettre en place une sorte d'annuaire de ces médecins et vers lequel les organisateurs pourront se rapprocher afin d'assurer une couverture pour ceux qui auraient des difficultés à trouver des médecins lors de leurs organisations. Voilà. Merci Karine. J'en profite pour vous dire que très prochainement, le règlement médical sera en ligne sur le site internet. L'aménagement des plateaux techniques et tout particulièrement, on va dire le plateau principal, c'est toujours une problématique de sécuriser ces zones de combat. Je vous demanderai toujours de respecter l'espace entre les pistes, respecter la zone réservée à l'arbitre, et puis toute la partie câblage, les arrivées électriques, etc. Voilà. Ouais. Patrick, j'en profite sur ce point précis. Alors bonsoir à tous. Je vois énormément de monde présent et on se connaît. Je connais une grande partie d'entre vous et beaucoup d'entre vous me connaissent. La liste que vous voyez là sur l'aménagement du plateau technique, il n'est pas question de refaire une lecture du cahier des charges, mais il nous a paru important
que ce soit sur le point médical d'avant ou ce point-ci, de faire des rappels sur des choses qui nous paraissent importantes et qui des fois sont pas forcément évidentes pour tout le monde, y compris pour les nouveaux organisateurs ou en fonction des configurations de lieux de certains. Donc les points qui sont là ne sont pas exhaustifs, et si vous avez des questions vraiment spécifiques à votre lieu mais qui peuvent aussi concerner d'autres personnes, surtout n'hésitez pas. On est aussi là pour répondre à ce type de questions. Et donc sur la sécurisation des zones de combat, je voudrais vraiment insister sur l'espace entre les pistes et les tables de marque, puisque on privilégie beaucoup la zone arbitre, et c'est une très bonne chose, mais on se retrouve assez souvent avec des pistes qui sont assez serrées du côté de la table de marque, et on a trop souvent du coup des tireurs qui se retrouvent gênés par les tables à ces endroits-là. Donc je vous demanderai autant que faire se peut, de faire attention à l'espace que vous laissez à ce niveau-là. Et pour ce qui est de la gestion du câblage, idem, tous les fils de piste qui courent de l'appareil aux enrouleurs, très souvent c'est des choses qui sont peu sécurisées, où il y a juste un bout de scotch au début, un bout de scotch à la fin. Et pareil, le risque de se prendre les pieds dedans est quand même assez élevé, entre guillemets, avec le risque d'arracher les appareils et aussi des risques de blessures. Donc là également, soyez vigilants sur la sécurisation de tout ça, de tout ce matériel électrique pour vos prochaines épreuves. Merci Paul. Oui, j'insiste aussi sur le balisage, ce qu'on appelle l'espace entraîneur en bout de piste. Hein. C'est souvent une des principales causes de tension entre entraîneur et arbitre. Donc, si vous pouvez marquer, mais vraiment bien marquer, bien différencier du reste du couloir entre pistes, cet espace entraîneur, et de le faire respecter. Bon, les arbitres. Merci Patrick, c'est un point important et ça facilite beaucoup la tâche surtout des jeunes arbitres. Ouais. Voilà. Bon, le directoire technique, bon, bien entendu, c'est une évidence. Il doit avoir un espace tout à fait vivable, assez grand, proche de la salle de repos des arbitres. Bon, ce directoire technique, il est plus comme autrefois nécessaire d'avoir une vue pleine et entière sur la salle principale. Et puis on va parvenir sur, bien entendu, c'est évident, l'affichage des résultats et la signalétique sur site. Je vais nuancer un petit peu le propos de Patrick sur la directoire technique, à défaut d'être proche de la salle des arbitres, parce que là encore, ça va dépendre de la configuration de vos locaux, de privilégier peut-être un endroit où le DT sera au calme, où il sera pas directement exposé aux tireurs et aux maîtres d'armes, parce qu'on sait que il y a certaines armes où ça peut facilement venir discuter au DT, et les opérateurs ont quand même besoin de calme pour pouvoir faire avancer les compétitions correctement. Donc si ces salles-là ne sont pas proches des salles de repos d'arbitre, d'organiser un espace où sont distribuées et récupérées les feuilles de match, qui soit là pour le coup à proximité de la salle des arbitres, et voilà, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit par exemple sur la fête des jeunes, où on essaye d'isoler au maximum le directeur technique, mais où derrière les arbitres ont un espace bien identifié pour pouvoir récupérer et rendre leurs feuilles de match et leur matériel. Un plan des pistes à l'entrée de la salle, c'est toujours une bonne chose. Parce que les tireurs et les entraîneurs le photographient, et le repérage sur les numéros de piste est plus facile, surtout quand il y a plusieurs salles. Voilà, j'enchaîne. Alors, attends, on a une question d'Aurélien qui me paraît effectivement importante sur les médecins, sur le type de licence à leur prendre. Effectivement, si le médecin n'est pas pratiquant, peut-être que Mathieu, tu peux nous répondre. Est-ce qu'une licence bénévole suffit, ou est-ce qu'il faut prendre une licence dirigeant ? C'est une bonne question. Normalement, la licence bénévole devrait pouvoir suffire, mais
Le mieux, sinon de toute façon, c'est lorsque vous faites appel à des médecins qui ne sont pas licenciés au sein de la fédération, par exemple à du personnel de la Croix-Rouge, on peut aussi imaginer une petite convention, et donc peut-être que je vais réfléchir sur ce sujet-là entre l'organisateur, par exemple, et le personnel médical qui intervient. Et à ce moment-là, en fait, le personnel médical interviendra avec leur licence, avec leur assurance personnelle ou professionnelle à eux. Et donc là, n'aurait pas forcément besoin d'être couvert par l'assurance de la fédération. C'est ce qui arrive, par exemple, sur certains de nos médecins en équipe de France. Lorsqu'ils se déplacent avec nos équipes, ils se déplacent également avec leur assurance professionnelle. Merci Mathieu. Mathieu, on reprend la parole sur un des sujets qui viendra un peu plus tard. Est-ce que rapidement tu peux te présenter, Mathieu, sur ton rôle et tes missions à la fédération? Rapidement, donc bonsoir à toutes et tous. Mathieu Guarin, je suis le juriste de la fédération et donc j'interviendrai tout à l'heure. Je vous ai préparé une petite présentation en 3 temps et donc je suis également votre interlocuteur au sein de la fédération. Si vous avez une quelconque difficulté sur le plan juridique à tous les niveaux, que ce soit sur des problématiques de contrat, contrat donc par exemple avec d'autres structures ou contrats de travail, également sur toute question juridique que vous pouvez avoir sur l'organisation au niveau de la sécurité, au niveau de l'assurance. Vraiment, je couvre un petit peu tous les sujets. Ok, merci Mathieu. Alors, il y a Jean-Luc qui répond, qui a donné une réponse. Oui, Jean-Luc a totalement raison. Donc, je faisais mention justement à ce contrat-là, mais ce contrat est généralement destiné aux médecins, mais on peut imaginer tout de même une convention qui, même si elle n'est pas forcément validée par l'ordre des médecins, puisque j'imagine que si on fait appel à des infirmiers, etc., on peut passer valablement une convention simplement qui rédige tout cela, mais je vais me replancher sur le sujet et puis on vous apportera une réponse au niveau de la licence pour les médecins si éventuellement c'est opportun ou si on peut faire autrement. Ok, merci Mathieu. J'enchaîne sur les référents. Les référents de la direction technique nationale et de la commission nationale d'arbitrage. Ces référents, vous allez les accueillir et ils vont être présents sur vos épreuves du début à la fin. Nous avons envoyé l'ensemble des organisations nationales, les épreuves nationales, les championnats de France, les épreuves internationales et européennes se déroulant sur le territoire français, et chaque cadre technique s'est positionné sur des épreuves. C'est la même chose du côté de la CNA. Donc voilà, donc la direction a placé chacun de ces cadres techniques comme référent sur les épreuves nationales, internationales, championnat de France. Si le cadre technique régional est absent, il sera remplacé dans la mesure du possible par un cadre technique fédéral, ce que d'autres appellent un relais, ou un assistant technique départemental. Voilà, donc la mission d'un référent cadre technique, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'épreuve, faire respecter les règlements sportifs et arbitrer les points litigieux s'il y en a. Et puis bien entendu, il est membre à part entière du directoire technique. Il en est de même pour la commission nationale d'arbitrage avec ses arbitres référents. Donc les référents qui vont être placés sur vos épreuves sont quasiment tous arbitres internationaux et membres de la CNA. Et ils sont bien entendu membres du directoire technique et ils gèrent l'ensemble des arbitres présents sur l'épreuve. Donc ça, quand ce tableau sera finalisé, le but c'est de vous l'envoyer très rapidement. Lionel a quasiment terminé les arbitres référents. Moi j'ai terminé toute la partie cadre technique. Donc ça va partir en fin de semaine. Là, hein. Vous allez tout recevoir pour être opérationnel dès les premières épreuves. Donc à l'issue des journées de compétition, le cadre technique et le référent arbitre procéderont au bilan général des
de l'épreuve ou des épreuves en renseignant, alors cette année, un formulaire en ligne, un formulaire commun à tous les organisateurs, et ce formulaire sera par la suite, vous sera communiqué. Ça vous permettra un petit peu de constater les points forts, les points faibles, ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour la saison prochaine. Voilà, donc c'est un bon indicateur. Et puis enfin, dans ce tableau, il y a également, il est envoyé aux élus de la fédération, parce que sur vos épreuves nationales et notamment les championnats de France, il y a tout le temps un représentant de la fédération, et ce représentant fait partie du protocole au moment de la remise des récompenses. Donc voilà, je reviens sur ce que je vous ai dit. Même si cette liste est encore un petit peu incomplète, elle vous sera très rapidement envoyée pour répondre aux exigences des épreuves de ce début de saison. Voilà, donc à compter de cette saison, un membre de l'équipe d'organisation constitue le directoire technique avec le référent CNA et le représentant de la DTN. Alors oui, la constitution du directoire technique a changé par rapport à la saison dernière où il y avait un membre de la commission d'armes qui devait y être présent. Il a été décidé de modifier ça et donc de faire intervenir un membre de l'organisation, qui est présent bien évidemment du début à la fin de l'épreuve. Si personne de l'organisation n'est disponible, on peut faire appel à un représentant de la commission d'armes, mais vraiment en ultime recours. Donc, au même titre que le représentant de la DTN et le représentant de la CNA, en tant qu'organisateur, vous êtes garant de l'application des règlements fédéraux, de la sécurité évidemment sur place, et donc c'est vous qui êtes vraiment référent là-dessus et qui avez autorité en fait sur place, et donc on ne doit plus se retrouver avec les situations qu'on a pu avoir les dernières saisons de modification de formule le samedi matin ou le dimanche matin, parce qu'une personne s'est pas levée du bon pied. Vous êtes vraiment tous les trois personnes du directeur technique garants de l'application de ces formules-là. Voilà, ça nous paraissait important de rappeler ça et vraiment d'insister sur ce point. Paul a raison de le souligner, hein, ça paraît évident, mais quand vous avez une grosse pression de certains enseignants, en plus de clubs importants, c'est pas facile de faire bloc. Donc là, les trois représentants doivent maintenir la règle, quoi. Je veux dire, il est hors de question à 7h30, 8h du matin, de modifier le règlement de l'épreuve et de la catégorie, quoi. C'est bon, voilà. La gestion informatique, alors là, je laisse la parole à Paul. Donc, pour répondre à la question qui a été posée plus tôt, effectivement, nous fournissons donc sur demande un pack de licences, donc 3 licences pro, une licence display. Donc, je vous laisse m'adresser directement votre demande. En général, je vous pose la question 2 semaines avant l'épreuve et je vous fais suivre les licences directement. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail technique, veillez toujours à avoir la dernière version du logiciel en date, notamment parce que, pour l'instant, la table des clubs, donc qui permet de relier les clubs aux tireurs et donc d'avoir les bons décalages par région et par ligue, n'est pas mise à jour automatiquement. Il faut avoir la dernière mise à jour qui se trouve sur le site d'Engarde pour être sûr qu'on soit le plus à jour possible. Donc vraiment veillez bien à ça avant de préparer vos compétitions. De même, comme vous avez pu le constater, on a un nouveau site fédéral et on essaye de donner le maximum d'informations et de donner accès à un maximum de choses concernant vos épreuves. Donc Audrey vous parlera tout à l'heure de la publication de votre affiche, mais en attendant, on peut aussi, et il faut avoir impérativement accès au semi-direct d'Engarde Service. Donc ce que je vous demande, c'est dès que possible, vous pouvez créer la racine de l'épreuve sur Engarde Service
et me communiquer cette URL pour qu'elle apparaisse le plus vite possible sur le site de la fédération et que les gens puissent avoir accès le plus vite possible au résultat. De même, cette URL et le QR code qui correspond, je vous suggère fortement de le mettre sur la note d'organisation pour que les gens puissent directement y accéder à partir de ce document-là. Idem donc sur En Garde, évidemment si vous avez la moindre question, le moindre problème de formule, je pense notamment sur les épreuves de fleuret M17, on a une formule un peu particulière cette saison au fleuret dames. Bien évidemment on est là et je suis là pour vous assister, donc vous m'envoyez un mail directement, vous m'appelez et on solutionne ça, et évidemment je suis là pour vous aider à préparer les compétitions au besoin. Et donc je profite de ça, on est en train de mettre en place des modules de formation continue avec ST37 qui est le développeur du logiciel. Donc ce sera 2 modules qui seront à chaque fois composés de 2 sessions de 2 heures, donc avec le même contenu. Un module qui se déroulera dans le courant de la dernière quinzaine d'octobre, donc dans une bonne semaine et demie, 2 semaines. Donc vous serez prévenus par mail, et la deuxième session aura lieu courant novembre. L'idée est d'avoir une session avec une quinzaine de stagiaires entre guillemets à chaque fois pour permettre à tout le monde d'interagir. Donc on va donner priorité évidemment aux organisateurs qui sont le plus proches dans le temps au calendrier. Et s'il y a besoin de faire une formation complémentaire parce que tout le monde n'a pas pu accéder à ça, on avisera en cours de saison. Je profite aussi, Jérémy, si tu peux, sur les fichiers que vous devez nous retourner à l'issue de la compétition pour la mise à jour des classements. Comme vous le savez, à l'issue de la compétition, tout le monde est très pressé de voir le classement à jour, et là, on dépend vraiment de vous. Il faut que vous nous retourniez les fichiers, donc le classement de l'épreuve au format FFF, les fichiers au format XML et au format PDF des épreuves, donc à l'adresse compétition@ffscrim.fr comme d'habitude, et vraiment vous nous les retourniez entre le dimanche soir et au plus tard le lundi matin, quoi. C'est quand même une démarche qui est assez facile à faire, et on a quand même plus de facilité à le faire en fin d'épreuve avant de refermer le PC que de ressortir le tout le lundi matin ou le lundi midi après avoir passé le week-end la tête dans la machine à laver, quoi. Donc s'il vous plaît, je compte sur vous pour nous envoyer les fichiers vraiment dans les temps pour que Jérémy, qui fait un gros travail sur les classements, puisse faire les mises à jour le plus vite possible. Paul, nous avons eu des questions. Pour répondre à Denis, les licences sont valables toujours. Donc, vous permettent largement de préparer l'épreuve à la clôture des inscriptions qui ont lieu 10 jours avant l'épreuve, et de nous renvoyer les résultats jusqu'à 24-48 heures après l'épreuve. Et donc, pour répondre à l'autre question, s'il y a besoin de faire de la formation et de la simulation, je vous invite à prendre directement contact avec moi s'il y a besoin que vous ayez une assistance particulière, qu'on trouve une solution. Mais les licences, si je vous les donne plus tôt que 12 jours, elles seront plus valables pour la compétition. Voilà. Et quant à la question de Monsieur Maillard, envoyez-moi un mail. En l'état, je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il va me falloir plus de détails. Voilà. On poursuit. Bon, c'est un rappel sur les droits d'engagement pour la saison à venir. Donc, vous avez dans la première colonne, voilà, les droits d'engagement des épreuves individuelles, les droits d'engagement dans la seconde colonne des épreuves par équipe. Regardez sur les épreuves nationales M17, M20 vétérans, vous distinguez donc si elles sont sur une journée ou 2 journées. Et l'organisme collecteur, sur toutes ces catégories, va à vous, organisateurs. Ça, c'était pour la population M13 à vétérans. Et puis, il y a les seniors. Voilà, donc il y a une augmentation de 5 € sur les championnats de France seniors individuels. Et puis, voilà, c'est encore un rappel, les épreuves nationales individuelles. Et voilà.
toujours l'organisateur qui collecte les engagements. Alors oui, je profite également sur les seniors. Sur les catégories jeunes et vétérans, le principe ne change pas. C'est l'organisateur qui collecte les engagements et qui rémunère les arbitres, qui indemnise les arbitres. Pour les seniors, donc les premiers organisateurs de la saison sont déjà au courant, mais peut-être que ceux qui interviennent plus tard dans la saison n'ont pas encore tous les détails. Je vous inviterai à vous rapprocher de Lionel Cambon une fois qu'il aura donné plus de détails. Vous collectez les engagements pour les seniors, vous payez les indemnités, mais derrière, c'est la fédération qui récupère le delta et qui s'occupe de défrayer les arbitres qui interviendront. Je laisse Lionel donner plus de détails juste après. Ok, bon ben voilà cette partie, hop, on attaque la partie arbitrage, donc je laisse la parole à Lionel. Lionel, si tu peux, les gens te connaissent en tant que membre, bien entendu, de la Commission nationale d'arbitrage, mais un petit peu développer tes missions désormais à la fédération. Oui, merci Patrick. Bonsoir tout le monde. Effectivement, depuis la fin de la saison passée, la fédération m'a missionné pour coordonner pas mal de choses autour de l'arbitrage, que ce soit de la formation ou que ce soit de l'accompagnement sur la gestion des arbitres pour les compétitions. Donc on a fait des essais l'année dernière, enfin la saison passée, pour voir jusqu'où on était capable de donner un support et ce que la CNA a été capable aussi de maîtriser du début à la fin. Bien sûr, quand une compétition nécessite 12 ou 16 arbitres, c'est plus facile. Et quand elle en nécessite 30 ou 40, on n'est pas équipé pour pouvoir tout piloter. C'est pourquoi cette saison, on a modifié et fait évoluer un peu la façon de faire, spécialement pour les seniors. Donc, on a vraiment tenu compte de ce qui s'est passé la saison passée et on a essayé de faire en sorte qu'on conserve une bonne qualité d'arbitrage, un nombre d'arbitres qui soit cohérent avec ce que l'organisateur est capable de fournir comme piste et comme environnement. Et que voilà, à la fin de la compétition, tout le monde soit gagnant. Voilà, on peut passer à la suite. Merci. Donc, j'ai synthétisé dans ce tableau ce qui est demandé en nombre d'arbitres et comment les obtenir. Donc, on a essayé tant que possible, parce que c'est contraignant pour les clubs, de ne pas maintenir les 2 arbitres à partir de 9 tireurs engagés. Mais on a eu un déficit chronique sur les M17 et M20 au fleuret et au sabre. Et on peut pas se passer d'avoir un deuxième arbitre quand le club inscrit 9 tireurs. Vous voyez que pour les M15, par exemple, que ce soit à l'épée ou au fleuret, on est revenu, on est passé à un arbitre à partir de 4 tireurs engagés. Parce que là-dessus, on n'était pas, sur les demi-finales notamment, on n'était pas embêté. Au sabre, on a toujours la difficulté à trouver le nombre d'arbitres nécessaire. Donc, on a conservé deux arbitres à partir du 9e engagé. Pour les vétérans aussi, alors on a fait une grosse campagne avec les arbitres, c'est pour votre information, en leur disant, et notamment les arbitres qui sont en formation nationale, de ne pas hésiter à venir arbitrer les vétérans. C'était un très bon exercice et c'était normalement un niveau sur lequel ils doivent être confortables et ils peuvent s'exprimer comme il faut. Je reprécise, parce qu'on a aussi revu à la baisse le nombre d'arbitres que doit fournir l'organisateur. Jusqu'à l'année dernière, dans le cahier des charges, il était prévu que l'organisateur devait fournir jusqu'à 8 arbitres, chose qui était très peu faite.
Bon, on a essayé de rendre les choses cohérentes, mais on a besoin que les organisateurs aussi aident au bon fonctionnement pour que la compétition se déroule bien du début à la fin. Et donc, on demande à chaque organisateur pour les M15, M17, M20 et vétérans de faire l'effort de trouver 4 arbitres. C'est vraiment pour être garant d'aller jusqu'à la fin de la compétition de manière confortable. Bien sûr, les contraintes de logistique font que certains arbitres vont partir plus tôt et souvent avant la fin de la compétition. L'avantage d'avoir des arbitres locaux trouvés par les organisateurs, c'est qu'ils restent jusqu'à la fin. Les championnats de France, donc les championnats de France restent tous à la désignation CNA. Et la fête des jeunes, c'est maintenant un processus qui doit être ancré auprès de chacun. La CNA désigne 8 arbitres par arme. Et ensuite, il y a un quota d'arbitres dans chaque région qui va être réévalué par rapport à l'année dernière d'ailleurs, parce qu'il n'était pas très cohérent en fonction du nombre de participants dans chaque région. Il sera diffusé tout début janvier et peut-être avant si on y arrive. Si vous voyez des questions, parce que je n'ai pas le temps de lire en même temps que je parle. Oui, si tu peux, Audrey, si tu peux revenir, il y a quand même quelques questions sur l'arbitrage. Notamment, il y avait une question d'Aurélien Clément, organisateur de la Coupe Jean Monnet de Livry-Gargan, qui venait avant. Alors, je vois une question d'Aurélien Clément sur les seniors, la gestion des arbitres en seniors. Mais je parle des seniors sur la diapo suivante, donc je répondrai, enfin j'espère, je répondrai ultérieurement. On passe à la suite? Allez. Donc, sur les épreuves nationales seniors et sur les championnats de France seniors. Donc, cette saison, l'engagement est fait par les clubs. Chaque club qui engage à partir du 4e tireur doit engager un arbitre au fleuret, à l'épée et un deuxième arbitre pour 9 tireurs engagés au sabre. Pas nécessaire au fleuret et à l'épée. Cet arbitre doit faire partie du pool arbitre de l'arme. Donc, nous avons établi dans chaque arme un pool d'arbitres qui est capable et qui a toute notre confiance pour arbitrer les seniors. On a fait ça pour 2 raisons. D'abord parce qu'on a constaté qu'il restait une grosse disparité dans le niveau des arbitrages. Et aussi parce que certains jeunes arrivaient un peu précocement sur l'arbitrage des seniors et se retrouvaient confrontés à des situations qui les amenaient petit à petit à arrêter l'arbitrage ou à se retrouver malmenés. Donc c'est aussi pour protéger les arbitres. C'est quelque chose qu'on a constaté, d'autant plus ces derniers temps, avec un niveau en senior qui est vraiment très différent du niveau M20. Bien sûr, ça nous oblige de mettre un certain nombre de choses en place. Donc, l'inscription des arbitres et des tireurs se fait maintenant le mercredi de la semaine qui précède. Donc, les inscriptions sont clôturées et nous sommes donné un temps le plus court possible. Alors, j'ai mis 36 heures, mais jusqu'à présent, on le fait des fois le soir même, des fois le lendemain matin. Et on passe en revue la liste des arbitres engagés. Auparavant, on a pris contact avec les organisateurs pour savoir quel est le nombre de pistes et pour savoir quelle est l'organisation prévue. On connaît les formules et en fonction de tout ça, on sait de combien d'arbitres on va avoir besoin. On regarde la liste des arbitres qui ont été engagés et on va essayer d'en garder la meilleure partie, entre guillemets, ou en tout cas ceux qui vont mettre la barre le plus haut et avoir le meilleur niveau d'arbitrage.
l'objectif n'est pas de dire c'est un arbitre pour une piste, parce que les journées sont longues d'arbitrage, donc probablement qu'il y aura plus d'arbitres que de pistes, ou alors qu'il y aura moins d'arbitres, mais qu'on tournera sur un nombre de pistes limité. Donc tout ça, c'est des réflexions, on se donne un temps très court pour les avoir et pour faire au mieux. Il y a le maintien de la contribution solidaire, ce qui va permettre en fait de pouvoir indemniser, de pouvoir prendre en charge toute la logistique des arbitres, donc le logement, la venue et le départ, les repas, etc. Les organisateurs vont collecter non seulement les engagements, mais aussi les contributions. À l'issue de la compétition, ils vont indemniser les arbitres. Donc, je parle vraiment de la part indemnité. Et chaque arbitre fera une note de frais qu'il enverra à la fédération. Et cette note de frais que je viserai sera remboursée dans les plus brefs délais. Nous avons pris aussi un engagement pour que les arbitres soient indemnisés très vite, bien sûr, dépendamment de leur vitesse d'envoi de la note de frais. Je pense que j'ai rien oublié à ce niveau-là. Pour les championnats de France, par équipe tout d'abord, pour les championnats de France par équipe, les équipes devaient être engagées avant le 1er octobre. Alors, je rappelle que l'engagement d'une équipe, c'est confirmer que l'équipe va tirer dans sa division, nommer un arbitre qui sera présent pour les championnats de France et payer le prix de l'engagement. J'ai passé en revue ce début de semaine les engagements. Il y a encore des équipes et des clubs pour lesquels il manque soit un arbitre qui ne fait pas partie du pool, soit, je pense que Jérémy en parlera peut-être après, mais ouais, ça ne vous concerne pas forcément directement, mais ça veut dire que pour l'instant, toutes les équipes ne sont pas engagées. Donc, les équipes sont engagées en début de saison, et puis ensuite, le championnat de France par équipe cette année aura lieu séparément dans chaque arme et à l'issue d'une épreuve nationale. Ce qui permet en fait d'éviter de déplacer les arbitres 2 fois ou 3 fois. Ils seront déjà présents parce qu'ils auront arbitré une épreuve nationale. Est-ce que nous devons payer le repas des arbitres, les 2 déjeuners? Alors, c'est dans le cahier des charges aussi. C'est pas, vous ne payez pas le repas des arbitres, vous leur offrez le repas. C'est-à-dire qu'en général, il y a une buvette et les arbitres peuvent soit se servir à la buvette, soit il y a quelque chose de prévu. C'est laissé à votre appréciation. Mais oui, c'est à la charge de l'organisateur. Merci Lionel. Voilà, quelques précisions que, comme l'a dit Paul, on ne passe pas en revue tout le cahier des charges ou tout le règlement sportif, mais des choses sur lesquelles je veux insister parce que la saison passée, on s'est trouvé confronté à quelques soucis. Tout d'abord, les organisateurs d'épreuves nationales M15 à M20 et les vétérans sont tenus de fournir au moins 4 arbitres. Je le souligne parce que c'était vraiment quelque chose qui était passé à la trappe ces dernières années. Ensuite, la CNA a demandé à ce que les commissions régionales d'arbitrage s'investissent pour chaque épreuve nationale qui sont dans leur région. Donc, n'hésitez pas en tant qu'organisateur à vous rapprocher de vos CRA et à demander un coup de main, notamment pour trouver les arbitres que vous devez fournir. Ce qui ne vous empêche pas, bien sûr, si vous avez un club qui est en panique parce qu'il lui manque un arbitre, de pouvoir mettre à contribution la CRA. Les référents arbitres de chaque compétition doivent être contactés par les organisateurs avant la compétition et de préférence avant la clôture des engagements parce que ça permet déjà de savoir combien il y a de pistes,
tout ce qui a été prévu et éventuellement de se caler. En général, les référents sont plutôt de bonne composition et sont assez participatifs et sont toujours prêts à donner un coup de main. Donc, n'hésitez pas tout au moins à leur poser des questions ou à prendre contact avec eux et voir ce qu'ils peuvent apporter au bon déroulement. Les référents arbitres sont là pour que la compétition se déroule bien. Et ils sont jamais là pour mettre des bâtons dans les roues. Ils vont rester dans leur rôle de la gestion des arbitres, mais pour autant, ils vont faire en sorte que la compétition avance. Et le nombre de pistes est super important parce que entre le nombre de pistes et le nombre de tireurs engagés, c'est ce qui va permettre de déterminer le nombre d'arbitres nécessaires. Ce qui peut sauver aussi certains clubs sur la participation ou pas. L'organisateur doit mettre une salle de repos arbitre à leur disposition, de préférence proche du DT ou en tout cas de l'impression des feuilles des matchs, comme l'a précisé Paul. Ça aussi, c'est important. Quand les journées sont longues d'arbitrage, si l'arbitre à un moment ne fait pas une coupure et ne prend pas un peu de repos, il arrive un moment où c'est compliqué et qu'il peut perdre les pédales ou dire des choses ou prendre des décisions qui ne sont pas celles qu'il aurait dû prendre. Voilà. Merci Lionel. Donc, je repasse la parole à Mathieu sur la partie juridique et éthique. Oui, merci Patrick. Moi, je vous ai préparé une petite présentation en 3 temps sur des sujets qui devraient vous intéresser en tant qu'organisateur. Tout d'abord, un petit rappel de certaines notions qui vont vous servir et puis également, j'en profiterai pour vous dire qu'au niveau de la fédération, nous avons aussi des attentes vis-à-vis de vous dans l'organisation et surtout dans le déroulement des compétitions pour cette saison à venir. Premier point, donc le respect des textes FFE. Donc, comme vous le savez, la FFE s'est dotée d'une charte éthique et d'anthologie. Je vous ai mis un petit passage à l'écran concernant le président de club, mais cette charte a vocation vraiment à s'appliquer à l'ensemble des acteurs du monde de l'escrime. Et en tant qu'organisateur, vous devez le savoir, vous êtes responsable de la sécurité de la pratique de l'activité sportive en compétition. Je vous ai également mentionné, mais cela a été dit précédemment, notamment par Paul, le respect du cahier des charges et des règlements sportifs, c'est une évidence. Et je souhaitais simplement vous dire quelques mots sur le déroulement des épreuves et plus précisément sur le rôle des directeurs techniques. Cela figure à l'article 8 du règlement sportif commun aux 3 armes, puisque en effet, la saison dernière, j'ai pu entendre et certains collègues à la fédération ont également fait remonter certaines choses qui ont pu se dérouler à de nombreuses reprises sur tout le territoire en compétition et qui concernent justement le comportement des acteurs de notre discipline. En tant que rapporteur également de la commission de discipline, j'ai vu passer un certain nombre de cartons noirs et donc on souhaitait également vous mentionner certaines choses pour essayer de les rectifier ou du moins que tout le monde en ait conscience. Donc en premier lieu, je vais vous dire un petit mot sur nos arbitres. J'ai remarqué et nous avons remarqué au sein de la fédération au niveau de la saison dernière qu'ils avaient pu être malmenés tout au long de la saison et il est primordial de les protéger. Pour ce faire, un nouveau rapport de carton noir a été mis sur pied qui est plus facile à remplir et donc l'objectif avec cette facilité, c'est de pouvoir sanctionner plus facilement et efficacement tout comportement qui serait inadapté à leur encontre. La sécurité et le bien-être de nos arbitres passent par l'application justement de nos règlements et en cas de comportement inadapté sur la piste lors d'un combat avec par exemple une insulte, l'arbitre doit sanctionner sans crainte car il exerce également une fonction officielle. En cas de comportement inadapté en dehors de la piste, c'est là que le directeur technique a son rôle à jouer, que ce soit aux abords des pistes entre 2 combats, au sein de l'espace de repos qui était dédié aux arbitres, etc. Il ne faut surtout pas hésiter pour intervenir et sanctionner tout comportement inadéquat, que ce soit envers un arbitre, mais également entre 2 tireurs, entre un maître d'armes et un autre maître d'armes, un maître d'armes et un autre tireur, etc. J'insiste sur ce point parce que c'est vraiment très important.
il y a eu certains comportements qui ont pu se dérouler la saison dernière, où notamment j'avais certaines remontées. Parfois, les arbitres ou les directeurs techniques n'osaient pas forcément sanctionner parce que en face était tel tireur qui est un petit peu connu, ou tel maître d'armes qui est un petit peu influent, ou alors tel club qui est un petit peu connu également. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour cette saison qui n'est plus possible, puisque comme l'a rappelé Lionel tout à l'heure à juste titre, on a déjà au sein de nos clubs, enfin vous avez déjà beaucoup de mal à trouver des bénévoles. Nous aussi, on a également beaucoup de mal à trouver des arbitres. Et voilà, simplement dans le respect des valeurs de notre discipline, il est primordial de les protéger. Donc c'est pour ça que je vous demande, qu'en tant qu'organisateur, d'être attentif et de tout faire pour mettre nos arbitres dans les meilleures conditions. Et puisque justement un membre de gestion de la compétition est présent dans le directeur technique, voilà, simplement ne pas hésiter à prendre ses responsabilités. Et lorsqu'on vous rapporte ou que vous êtes témoin d'un comportement inadapté, voilà, que vous n'ayez pas peur de le sanctionner. En deuxième lieu, je voulais également vous parler là plus généralement de l'ensemble des acteurs de la compétition, avec cette même optique de s'assurer de la bonne tenue des comportements entre tireurs, maîtres d'armes et tireurs, ou entre deux maîtres d'armes. Et donc, vous avez pour ce faire à votre disposition les règlements techniques de la FIE qui sont répertoriés dans le rapport de carton noir, mais également cette charte éthique et déontologie que je vous invite à avoir avec vous sur les compétitions, ou du moins en tout cas d'en connaître le contenu, hein, elle n'est pas très longue. Deuxième point, la réglementation en matière de carton noir. Celle-ci va légèrement changer cette année, puisque un nouveau règlement disciplinaire devrait normalement être validé lors du prochain comité directeur prévu le 21 octobre. Une petite nouveauté devrait apparaître, donc là normalement c'est encore à valider, mais on semble se diriger. C'est-à-dire que c'est le référent arbitre du directeur technique qui enverra le rapport de carton noir si il y a un rapport à faire à la FFE, et par un petit mail demandera dans le même temps la saisine de la commission de discipline. Voilà, donc ça c'est simplement parce que aujourd'hui notre commission de discipline s'auto-saisissait, et bon, je vais vous éviter tout débat juridique, mais entre juristes, en tout cas aujourd'hui la situation n'est pas clarifiée ni par le code du sport ni par une quelconque procédure, et donc on a certains juristes qui estiment que la commission peut s'auto-saisir, d'autres non. Donc nous, pour éviter tout problème, on va mettre en place ce système-là avec le référent arbitre qui saisira directement la commission de discipline avec le rapport de carton noir. Et donc là, tout simplement, hein, c'est vraiment une petite phrase. Bonjour Monsieur le Président, je saisis votre commission pour qu'elle statue sur ce rapport de carton noir. Voilà, point, c'est suffisant. Et comme je vous le rappelle, oui, les sanctions automatiques également, ça c'était un sujet la saison dernière. On en a beaucoup parlé, les sanctions automatiques n'existent plus aujourd'hui à l'escrime. C'est-à-dire que lorsqu'un arbitre mettra un carton noir, il sera évidemment suspendu de la compétition tout de suite, et il sera suspendu jusqu'à ce que la commission se réunisse. Donc là, on essaye de faire en sorte, en tout cas, la commission essaye de se réunir le plus rapidement possible pour pouvoir sanctionner à juste titre. Donc évidemment, elle garde nos us et coutumes de la sanction automatique de 1 mois, hein, ça s'appelle une sanction automatique de 1 mois, mais si jamais elle estime que la faute du tireur est plus importante, voilà, elle pourra sanctionner au-delà de 1 mois. Et puis également, on ne sait jamais, un arbitre peut aussi se tromper si elle estime que simplement la sanction, il n'y a pas de sanction à voir, ou alors une sanction moindre qu'une sanction automatique de 1 mois, voilà, elle pourra également le prendre. Et troisième point, l'assurance. Donc la responsabilité civile des clubs est couverte par le contrat souscrit par la FFE, à l'exception, donc ça c'est important de le noter, de la responsabilité découlant de l'occupation à titre permanent de locaux tels que les salles de sport ou le bureau. Donc la salle d'armes que vous occupez toute l'année pour la pratique de l'escrime doit faire l'objet d'une police particulière que nous vous recommandons de souscrire, et généralement d'ailleurs le propriétaire de la salle, que ce soit la municipalité, le club omnisport ou une personne privée, l'exigera. Mais si vous occupez pour un week-end ou quelques jours un gymnase où ont lieu par exemple votre assemblée générale, ou pour la journée nationale de l'arbitrage, à ce moment-là l'assurance FFE vous couvre. L'occupation permanente, simplement qu'est-ce qu'on entend par occupation permanente? C'est une occupation supérieure à 90 jours dans l'année. Donc l'organisateur est seul responsable, comme je vous le disais, de la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre d'organisation de la manifestation.
Les clubs affiliés à la fédération bénéficient de la couverture responsabilité civile souscrite par la fédération, et donc cette garantie couvre aussi bien l'organisateur, ses préposés, y compris les bénévoles, les participants, ainsi que le personnel de l'État lorsqu'ils participent à l'organisation. Et une attestation d'assurance est disponible en ligne sur le site de la fédération ou peut être délivrée auprès de notre courtier. Et donc, je profite pour rajouter 2 mots sur la question qui m'a été posée tout à l'heure sur les médecins. J'ai revérifié 1 ou 2 choses. Effectivement, il peut être plus judicieux de licencier le médecin. La licence bénévole peut suffire, puisqu'à partir du moment où il est licencié, peu importe le type de licence, il sera protégé par l'assurance de la fédération. Mais également, je vais tout de même prendre la tâche de Sylvain Bouquet, et puis en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter à vous, voilà, pouvoir répondre à vos questions. Et donc, dernier point pour terminer, l'organisation d'une manifestation demande très généralement l'utilisation de matériel, que ce soit informatique, téléphonique, sportif, électronique, etc., qui sont exposés à des risques, donc sans les nommer tous, incendie, dégâts des eaux, vol, etc. Et ces matériels peuvent appartenir à l'organisateur, vous êtes prêté ou même loué. Donc, lorsque le matériel est loué ou confié, il est généralement recommandé de vérifier que les obligations du locataire dans les clauses des assurances des conditions générales de location. Et en tout cas, sachez qu'une police d'assurance tout risque matériel peut être nécessaire. Et si besoin, n'hésitez surtout pas à contacter notre courtier. Vous avez toutes les informations pour le contacter sur le site de la fédération. Et donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Mathieu pour toutes ces précisions claires, nettes et précises. Un grand merci. Alors, je vais passer la parole à Audrey Perrault. Audrey fait partie de la cellule communication marketing de la fédération, mais je vais la laisser se présenter avant de vous dérouler un petit peu ce qu'elle attend en matière de communication et de marketing. Oui, bonsoir à tous. Donc Audrey Perrault, je suis responsable communication externe et événementielle à la fédération depuis 1 an maintenant. Alors l'idée c'est de faire juste 2-3 petits rappels qui sont déjà présents sur le cahier des charges, mais notamment parce que comme il y a un nouveau site internet, on vous appelle à pas mal de vigilance pour bien remplir l'extranet FFE, puisque tout ce qui remonte sur le nouveau site internet vient de l'extranet. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas remplies, ça ne remontera pas sur le site internet. Donc notamment votre affiche, il faut penser à la télécharger sur l'extranet en format JPEG. Après, c'est des petits rappels complètement... c'est du bon sens, mais juste voilà, pensez bien à mettre le nom officiel de l'événement sur l'affiche, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a un nom spécifique qui est mis sur la convention qui est signée entre la fédération et vous. Donc mettez bien le nom officiel de l'événement. Évidemment, championnat de France si c'est un championnat de France, la date, le lieu, l'arme, la catégorie. Et on vous demande de mettre le logo Escrime dans la barrette partenaire. On vous l'a, je pense, déjà envoyé. Si ce n'est pas le cas, on vous fera un envoi avec le logo Escrime. Sur la fiche, il y a, globalement, dans tout ce que je dis, il y a 2 cas un petit peu particuliers qui sont le championnat de France 6 armes de Nantes en décembre et la fête des jeunes. Pour ces 2 organisateurs, on est déjà en travail étroit avec eux et il y a quelques subtilités dans le cahier des charges, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que c'est pas forcément l'objet de cette réunion. Ensuite, concernant la communication sur votre épreuve, on met en avant toutes les semaines toutes les compétitions nationales qui ont lieu. Pensez donc du coup à bien remplir l'extranet de nouveau parce que pour pouvoir mettre les liens de suivi en garde et pouvoir faire la promotion de vos événements, si les liens en garde n'existent pas encore, c'est un peu difficile pour nous de communiquer sur vos compétitions. Et pensez à la fin de vos compétitions à nous envoyer quelques photos légendées, des podiums, pour qu'on puisse, nous, derrière, les partager sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs façons de nous contacter. Il y a l'adresse mail communication@ffescrime.fr, mais vous pouvez aussi partager directement sur vos propres réseaux vos photos et généralement, on essaie de les repartager si on est bien mentionné. C'est vrai qu'on essaie d'avoir les yeux partout, c'est pas toujours le cas. Donc, n'hésitez pas à nous faire un mail si on est passé à côté de vos photos. C'est très important pour nous
de pouvoir partager tout ce qui se passe sur le territoire et notamment évidemment les épreuves nationales et championnats de France. Voilà, c'était un petit rappel rapide. Ensuite, en ce qui concerne certains d'entre vous diffusent déjà leur finale en streaming. Il y a la possibilité d'utiliser le compte YouTube de la fédération pour ça. Alors, on donne plus accès directement au compte YouTube aux organisateurs, mais on envoie des clés de diffusion. Enfin, c'est à peu près fluide. Il suffit de nous contacter par mail et on fait en sorte de nous dire. En fait, en gros, il faut nous dire le nombre de pistes, à quelle heure commence le live, et nous, on fait en sorte que le live commence de manière automatique et qu'on puisse diffuser directement vos finales. Après, vous pouvez le faire par votre propre chaîne, mais c'est vrai que si vous passez par le compte de la fédération, vous avez déjà, entre guillemets, l'audience de la fédération. Donc, c'est au choix. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour savoir comment ça fonctionne. Jean-Denis et moi se ferons un plaisir de vous répondre. Ensuite, concernant l'habillage éventuellement de vos événements, très très prochainement seront mis en ligne des fichiers pour éventuellement faire fabriquer des banderoles escrime, des kakémonos, des oriflammes, des murs d'images. Les fichiers sont prêts, là on va les mettre en ligne d'ici la fin de la semaine sur le site internet. Donc si vous avez besoin de faire fabriquer un petit peu de visibilité escrime, qui d'ailleurs ne serviront pas forcément que pour vos événements, mais aussi pour votre club, hein, vous pouvez tout à fait les utiliser pour vos forums des associations ou autres événements de club. Les fichiers seront en ligne là d'ici la fin de la semaine. Voilà, c'est une petite nouveauté cette année, c'était pas forcément le cas. Alors, je vois, est-ce qu'on prête du matériel pour faire du streaming? Malheureusement, non, nous n'en avons pas à la fédération. Généralement, on passe assez souvent par ST37 pour faire du streaming. Donc, nous n'avons pas de matériel à la fédération. Et ensuite, pour la partie marketing, c'est très rapide, mis à part les deux championnats, les deux petits cas particuliers dont j'ai parlé tout à l'heure et avec lesquels on est déjà en contact. En fait, les organisateurs sont libres de commercialiser des partenariats locaux. Après, si vous avez besoin de conseils, que vous savez trop comment procéder, vous pouvez tout à fait contacter Jean-Baptiste qui est en charge des partenariats à la fédération. Il y a son adresse mail générique sur le document qu'on vous enverra et il sera tout à fait à même de vous donner des conseils sur des éventuels packages à mettre en place. Voilà, si vous avez besoin globalement, que ce soit pour la communication ou le marketing, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas du tout à nous envoyer un mail. On essaiera de vous accompagner au mieux dans vos organisations. Voilà, je pense que j'ai été assez rapide et que j'ai tenu le timing. Parfait. On pourra les trouver, les supports de communication, on pourra les trouver sur le site internet, dans la partie dirigeant, kit de communication, et on peut, pour le coup, vous les envoyer directement, éventuellement, vous faire un mail direct. Voilà. Écoute, merci Audrey. J'apporte une petite précision sur l'appellation des épreuves. Il y a deux types d'appellations. Il y a les championnats de France, généralement ça pose pas de problème, mais les épreuves nationales, jusqu'à ce jour et pour la saison à venir, ça évoluera peut-être. Vous mettez sur vos affiches et vous communiquez sur épreuve nationale. On a arrêté l'appellation circuit national, hein, parce que l'an dernier, on a encore vu des circuits. Alors après, en deuxième niveau de titre, vous mettez la Coupe Jean Moret, la Coupe le Challenge Intel, etc. Ça, il n'y a aucun souci, mais c'est une épreuve nationale. Voilà, je voulais apporter cette précision. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura satisfait. On a essayé de passer en revue tous les principaux secteurs relatifs à l'organisation des épreuves et qui vous touchent, vous, directement, club. Je vais laisser la parole à Karine Mortecrête pour la conclusion de ce webinaire. Merci Patrick, merci à tous les intervenants. Une nouvelle fois, ce webinaire a démontré qu'il y avait vraiment une importance à l'organiser pour répondre à vos questions. Les toutes premières questions, notamment relatives
à la couverture médicale, donc ont bien été notés par Mathieu qui se rapprochera de Sylvain de la commission médicale afin de pouvoir y répondre. Beaucoup de questions ont été posées par rapport à l'arbitrage, ce qui suscite à chaque fois beaucoup de passion, mais c'est normal parce que sans arbitre, il n'y a pas d'organisation de compétition. Quand bien même vous seriez présent, quand bien même nous aurions des tireurs, nous devons avoir des arbitres. Donc c'est normal d'avoir des questionnements sur ça. Comme l'a dit Patrick, cette visio est enregistrée. Les équipes sont vraiment toutes à votre disposition. Moi également au niveau, en termes d'élus, la CNA, Patrick au niveau de la DTN et également vos cadres techniques dans vos régions pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à revenir vers eux pour toute question complémentaire ou qui vous viendrait suite à ce webinaire ou que nous n'aurions pas pu prendre lors de cette visio. Voilà. Merci encore à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne saison, des bonnes organisations et j'espère avec plaisir pouvoir vous rencontrer sur les pistes. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Pour répondre à Gilles, les informations sont dans les informations financières 2023-2024 pour ce qui est des tarifs et de toute façon c'est pour ce qui est des championnats de France et des modalités de paiement notamment, on reviendra vers les organisateurs dans le courant de la saison. On a des problématiques techniques à régler avant de pouvoir communiquer avec vous sur l'organisation de ce point de vue-là. Et sinon, bien évidemment, vous avez tous mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez le moindre problème concernant votre ou vos événements. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.